Chapitre 114. L'éducation étatique scélérate, suite. Le projet d'éducation révolutionnaire est aussi égalitaire dans l'inhumanité du traitement qu'elle inflige aux enfants des deux sexes dès la naissance de la République maçonnique française. Pour réussir à inculquer aux garçons comme aux filles les principes républicains, il est préconisé que les petites filles et les petits garçons soient soumis entre 5 et 12 ans à une loi martiale pour les conditionner et les empêcher de remettre en cause le système. Je demande que vous décrétiez que depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans pour les garçons et jusqu'à 11 pour les filles, tous les enfants, sans distinction et sans exception, seront élevés en commun aux dépens de la République et que tous, sous la sainte loi de l'égalité, recevront même vêtements, même nourriture, même instruction, même soin. Cette proposition de Lepelletier de Saint-Fargeau fut intégralement reprise dans le projet de décret de Robespierre, et on mesure à cela toute la folie et l'orgueil de ces révolutionnaires qui pensaient être capables d'imaginer un meilleur système éducatif que le système familial séculier. On rencontre aujourd'hui encore cette même folie avec les lois du mariage pour tous et le droit à l'homoparentalité, qui sont autant d'expressions du rejet de l'ordre naturel créé par Dieu. Ce qui ressort très clairement du plan d'éducation de Lepelletier de Saint-Fargeau et les propositions de Robespierre, c'est le conditionnement psychologique que la folie de ces hommes entendait propager. Or, nos fausses élites, dont les membres appartiennent aux mêmes obédiences obscures que les sanguinaires assassins de 1793, poursuivent toujours le même rêve. Ils ne s'en cachent même plus. Le 4 janvier 2013, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, auteur du livre au titre évocateur « La Révolution française n'est pas terminée », envoya par exemple une lettre au recteur, leur rappelant que le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. Digne héritier des Saint-Fargeau et autres Robespierre, le ministre entendait comme eux s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités rétrogrades qui n'acceptaient pas de voir dans leur pays l'abomination du mariage pour tous. Cet engagement fut d'ailleurs très critiqué, les intentions du gouvernement étant jugées contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, selon laquelle les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Mais les mots n'empêchent pas la Révolution de poursuivre son œuvre, et l'action que mena alors l'Éducation nationale française était dans le sens de l'histoire, car la plupart des pays occidentaux, ayant ratifié cette déclaration universelle, adoptaient les mêmes pratiques en se fichant pas mal des droits qui avaient été reconnus aux parents. Alors évidemment, concrètement, le plan spartiate de Saint-Fargeau ne fut pas adopté. Son radicalisme, focalisé sur l'éducation au détriment de l'instruction, bouleversait trop l'harmonie de l'ordre naturel en bafouant le cadre sacré de la famille pour que les contemporains du révolutionnaire, effrayés par l'inhumanité du projet, ne rechignassent à la mise en place de cette ignominie délirante. Les Français n'étaient pas prêts à concevoir la parentalité comme une courte période de 5 ans, à la fin de laquelle l'enfant sevré serait remis aux autorités qui se chargeraient alors de son éducation. Et dans quelles conditions? En le plongeant dans un univers carcéral censé faire de lui un citoyen modèle, selon les standards moraux de terroristes psychopathes qui n'hésitèrent pas à exterminer non seulement les citoyens de leur pays qui ne pensaient pas comme eux, mais aussi, par mesure préventive, les femmes et les enfants de ses opposants. On peut facilement concevoir que la noblesse du projet Saint-Fargeau-Robespierre ait pu laisser les Français dubitatifs. Une école dont le but essentiel serait d'orienter le comportement de nos enfants en canalisant le développement de leur jugement critique au lieu de leur transmettre le savoir, non merci.
Et pourtant, nous y sommes aujourd'hui. Même si à l'époque, l'importance de la démarche ne prit pas le pas sur l'amour parental, et que le projet bien trop excessif fut modéré, tant il était cruel et inhumain. Monsieur Le Pelletier de Saint-Fargeau avait tout de même écrit « Continuellement, sous l'œil et dans la main d'une active surveillance, chaque heure sera marquée pour le sommeil, le repas, le travail, l'exercice, le délassement. Tout le régime de vie sera invariablement réglé. Les épreuves graduelles et successives seront déterminées. Les genres de travaux du corps seront désignés. Les exercices de gymnastique seront indiqués. Un règlement salutaire et uniforme prescrira tous les détails et une exécution constante et facile en assurera les bons effets. Ou encore, je désire que pour les besoins ordinaires de la vie, les enfants privés de toute espèce de superfluité soient restreints à l'absolu nécessaire. Ils seront couchés durement, leur nourriture sera saine mais frugale, leurs vêtements commodes mais grossiers. Qui aurait pu consentir à cela pour ses enfants? Et qui aurait pu se laisser dépouiller de ses enfants pour suivre les idées recyclées d'antiques Grecs dont la civilisation s'était effondrée il y a bien longtemps déjà, en dépit du système éducatif qui transformait leurs enfants en d'authentiques patriotes. L'absurdité de la proposition ne pouvait être retenue dans un pays qui connaissait déjà la guerre civile sur une vaste partie de son territoire. Adopter de telles mesures, c'était courir le risque de voir le reste de la nation sortir de sa sidération et s'embraser. Même subjugués par les raisonnements les plus retors, les terroristes ne pouvaient pas croire un instant qu'il était possible d'enlever les enfants à leurs parents sans susciter une réaction violente de la population. C'était du simple bon sens. Les émeutes, qui avaient secoué Paris en 1750 sous le règne de Louis XV, suite à des enlèvements d'enfants, n'étaient pas si éloignées. Mais si le projet n'était pas intégralement applicable dans l'immédiat, il n'en demeurait pas moins intéressant pour les révolutionnaires. Et l'état d'esprit de ce plan ne serait jamais enterré. Régulièrement, le plan d'éducation du héros de la Révolution, Le Pelletier de Saint-Fargeau, fait référence, car il donnerait aux révolutionnaires la ligne à suivre, le fil rouge, comme nous l'a montré récemment le ministre Payon, en déclarant « Il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. » L'idéologue Le Pelletier de Saint-Fargeau voulait arracher les enfants à leur foyer, pour en faire de bons républicains, parce que selon lui, l'éducation devait affermir ce qui serait utile à la nouvelle société. Et la République retiendrait ce principe d'éducation des masses. Quant à l'instruction du peuple, pour le citoyen de Saint-Fargeau, comme pour le citoyen Robespierre, elle ne semblait pas répondre à leurs critères d'utilité publique. Et très clairement, l'épanouissement des enfants, qui tient tant à cœur aux parents, n'entrait pas du tout en ligne de compte dans leur conception de l'éducation. Ce qu'ils visaient, c'était l'intérêt de l'État, qui, selon eux, avait besoin de citoyens dociles, obéissants et disciplinés, pour transformer radicalement et dans la durée la société. Mais de quelle légitimité bénéficie un État qui a besoin de citoyens dociles pour transformer la société à rebours des aspirations des familles qui la constituent? Un État qui a besoin de transformer les citoyens pour les plier à sa conception des choses. Il y a une contradiction évidente entre le but que propose la démocratie aux citoyens par l'élection de représentants et l'application d'une politique non représentative et même opposée aux aspirations de ces mêmes citoyens. Les élus trahissent les électeurs en pensant une fois élus être émancipés des aspirations légitimes des citoyens, comme le fait de choisir l'éducation que recevront leurs enfants, ce qui prouve, s'il fallait encore le prouver, que le régime en place, derrière
d'apparentes institutions démocratiques est un régime totalitaire, dont les dirigeants prennent des décisions arbitraires inspirées par une idéologie occulte afin de transformer les mentalités pour, au bout du compte, voir la majorité des citoyens approuver le comportement et les idées qu'on lui impose par les moyens les plus subversifs. Pour obtenir la suprématie numérique et avoir la sacro-sainte majorité qui lui permettrait de détruire tout ce que l'Église avait bâti au nom du principe erroné qui veut que le nombre est force de loi, le peuple de Satan commença par supprimer le plus possible de catholiques. La jeune République française fut particulièrement avide du sang des chrétiens qu'elle fit couler à flot, notamment en Vendée. Voici ce qu'en disait en 2011 l'écrivain Rénal de Sécher, 25 ans après la parution de son livre « Le génocide franco-français », La Vendée est vengée. Il démontra, preuves à l'appui, que le génocide de la Vendée avait bien été conçu, voté et mis en œuvre personnellement par les membres du comité de salut public et par la Convention. Jusqu'en 1985, date de soutenance de ma thèse sur le génocide franco-français, la Vendée vengée, personne n'avait réfléchi à la nature de la répression en Vendée. Jusqu'à cette date, tout le monde s'accordait à ne voir en cette affaire qu'une guerre civile avec quelques débordements dus à la volonté exclusive du général Turreau, général en chef de l'armée de l'Ouest. L'initiative de cette recherche revient à un professeur alsacien, Jean Meyer, spécialiste de l'histoire moderne, qui avait découvert la Vendée militaire au hasard d'une affectation comme enseignant au lycée Clémenceau à Nantes. Choqué par le silence universitaire, il me demande d'essayer d'étudier la possibilité de faire une thèse sur le sujet de la Vendée. À partir d'un carottage réalisé à la Chapelle-Basse-Mer, commune natale, deux conclusions se sont imposées. Contrairement au discours officiel, il existe une documentation originale conséquente émanant des deux côtés, c'est-à-dire tant des républicains que des Vendéens. Les bilans des massacres et des destructions immobilières du côté vendéen sont impressionnants, puisque cette commune perd plus de 800 habitants sur 3250 et plus de 362 maisons sur 980. Jean Meyer me demande alors d'extrapoler ces méthodes sur l'ensemble de la Vendée militaire, soit sur un territoire de 10 000 km² pour une population de 805 000 habitants. Ce qui me frappe, c'est de voir que les 770 communes qui constituent la Vendée militaire subissent les mêmes faits, au même moment, avec les mêmes conséquences. Qui plus est, les discours meurtriers des généraux chargés des opérations font tous référence aux mêmes lois et aux mêmes ordres exprimés. C'est ainsi que je découvre que la Convention a voté deux lois d'anéantissement et d'extermination de la population. La première date du 1er août 1793. Elle prescrit la déportation des femmes et des enfants et l'extermination de tous les habitants résidant en Vendée, la nationalisation de tous les biens et leur destruction. La seconde date du 1er octobre 1793. C'est un avenant à la première loi qui prescrit l'extermination de tous les habitants sans exclusion. Tout naturellement, conformément d'ailleurs au témoignage des généraux chargés de la gestion des colonnes infernales qui se mettent en marche le 21 janvier 1794, j'établis le rapport de cause à effet et en déduis que c'est un génocide conformément à la définition de la Convention de Nuremberg de 1945-1947. Crime imprescriptible. La découverte fortuite d'un mémoire de Gracchus Babeuf, rédigé en janvier 1795, et une lecture attentive des procès du député Carrier, qui, entre autres, est l'auteur des noyades de Nantes, et de celui du général Turreau, me persuadent que ce sont les membres du comité de salut public, notamment Robespierre, Carnot et Barrère,
qui sont à l'origine de ce plan d'extermination et d'anéantissement et non pas la Convention. Faute de preuves, je ne peux aller plus loin dans ma recherche. Ce n'est que tout récemment que je découvre aux archives nationales la preuve tant attendue. En fait, il s'agit du dossier original signé par tous les membres du comité de salut public. Non seulement je ne m'étais pas trompé dans mon analyse, mais j'avais sous-estimé les événements. En fait, la guerre civile ne dure que 5 mois en Vendée, de mars 1793, date du soulèvement, au 27 juillet 1793, date de la rédaction de la première loi. Cette loi a été conçue par les membres du comité qui l'imposent à la Convention. Pour être certain qu'elle sera bien appliquée, ce sont les députés eux-mêmes qui prennent la tête des opérations, notamment à Nantes. En fait, ce génocide dure 1 an. Dans la seconde partie de mon ouvrage, Vendée, du génocide au mémoricide, mécanisme d'un crime légal contre l'humanité, je traite de la mémoire et notamment de la mise en œuvre d'une politique réfléchie de mémoricide, mise au point par le comité lui-même, afin que non seulement la vérité ne soit pas connue, mais pour faire en sorte que les bourreaux soient vus comme des victimes et les victimes comme des bourreaux. Cette seconde partie est bouleversante et explique, entre autres, que ce crime n'ait jamais été reconnu et pire, que la République ait rendu des hommages officiels aux bourreaux. À titre d'exemple, Robespierre, Carnot, Barère ont donné leur nom à des lycées, des rues, des places, une station de métro à Paris, etc. Le député Fourcroy, qui avait imaginé gazer les Vendéens, a même sa statue sur l'hôtel de ville de Paris. À l'horreur du crime proprement dit, s'ajoute une autre horreur, plus incroyable, due à une manipulation réussie.